Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Donc, je suis Patrick Fontan, je suis gérant du cabinet Maubourg Patrimoine Et moi, Elodie Joanneau, conseillère au sein du et, cabinet. et qui est spécialisé sur la clientèle internationale, Ah oui, et notamment la merci. clientèle d'Asie et d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient. Alors, écoutez, vous êtes très nombreux à vous êtes déjà connectés, je vous en remercie. On a envoyé les invitations un peu tard, mais bon, l'essentiel est là, vous êtes là pour nous écouter. Donc, comme vous le savez, le thème du webinaire d'aujourd'hui, c'est de discuter de transmission au sens large. Donc, la transmission, ça peut être à la fois la donation ou la succession. Et on ne va parler que de transmission à l'international. Et on définira ce qu'on entend par transmission internationale au début de notre webinaire. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on examine dans un premier temps les donations, ensuite les successions. Vous verrez que ces deux régimes sont relativement comparables. Ensuite, on va vous présenter trois solutions pour anticiper, hein, pour payer moins de droits de donation ou de droits de succession que si vous n'aviez rien prévu. Et dans une quatrième partie, on vous présentera un petit peu qui on est et quels services on peut vous apporter. Voilà un petit peu le thème de notre webinaire. On va essayer de tenir, hein, on le dit à chaque fois. Des fois, c'est moi qui dérape, des fois c'est Elodie, mais on a dit 45 minutes chrono et on vous laissera un petit peu de temps pour poser des questions-réponses avec la fonction iDouane du logiciel Zoom. Voilà, donc Elodie m'a dit les donations, c'est pour vous. Alors, on attaque les donations. Alors, on a dit au début, on va définir ce que c'est qu'une donation internationale. Alors, une donation internationale, il suffit que certains éléments de l'opération de donation se rattachent à la France et ou à un pays étranger pour une personne de nationalité française. Donc, ça peut être soit le lieu de situation des biens transmis, soit ça peut être le pays de résidence du donateur, soit ça peut être le pays de résidence du donateur. Donc, vous voyez, le lieu, le donateur, le donataire. Et vous verrez que c'est un schéma qu'on va retrouver tout au long de notre webinaire. Sur le plan civil, quelle est la loi qui va s'appliquer quand on parle de donation internationale telle qu'on vient de la définir? Bon, en droit international privé, euh, la loi qui est applicable à l'acte de donation, elle va être déterminée selon deux principes. Donc, la loi qui est applicable selon à la forme, c'est la loi du lieu de rédaction de l'acte de donation, à défaut d'un choix autre des parties. Vous voyez, c'est assez souple. Euh, c'est le pays où on a signé l'acte, sauf si vous n'êtes pas d'accord. La loi applicable au fond, là, la donation étant un contrat, ce sera la loi dite d'autonomie, c'est-à-dire la loi librement choisie par les parties. Donc, vous voyez, quand on regarde un petit peu ces deux principes, que au plan civil, c'est relativement souple. Donc, on vous précise que les libéralités entre époux et donation-partage, il faut y faire un petit peu attention parce qu'il y a un certain nombre de droits étrangers qui ne les reconnaissent pas. Donc faites attention en matière de donation entre époux, en matière de donation-partage, qui sont pour ces derniers des régimes un peu particuliers. Attention au régime applicable au pays où vous habitez. Ça, c'est le plus facile, c'est le plan civil. Maintenant, comme d'habitude en France, il y a aussi la fiscalité. Et donc la fiscalité, c'est plus compliqué. On peut même dire que ça relève d'un casse-tête. Alors, premier principe, c'est qu'il ne va pas y avoir de différence selon que l'acte de donation que vous avez réalisé, il ait été passé en France ou il était passé à l'étranger, ou il est passé à l'étranger. C'est pas ça qui est le plus important. Donc, lorsqu'on est confronté à un cas de donation internationale, premier réflexe qu'il faut avoir, c'est est-ce que une convention bilatérale va s'appliquer ou pas? Est-ce que le pays avec lequel il y a la donation, il a signé une convention avec la France? Voilà. Contrairement aux conventions fiscales habituelles, il n'y en a pas beaucoup. Des conventions internationales en matière de donation, on peut même dire qu'il n'y en a que 9. Et vous voyez, c'est plutôt des pays qui sont quand même proches de la France culturellement. Et là-dedans, en plus, il y a des pays qui appartiennent déjà à la France.
hein, puisque vous avez Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, si on a signé une convention, c'est assez simple, c'est la convention qui prime, y compris le droit fiscal interne français qu'on décrira tout à l'heure. Donc, quand vous résidez, ou le donateur ou le donataire réside dans un pays qui a signé une convention avec la France, il faut lire la convention et appliquer les principes qui sont prévus par la convention. Donc la convention précisera les modalités qui permettent d'éviter les doubles impositions, soit par des dispositifs de crédit d'impôt, soit par voie d'exonération. C'est des schémas assez classiques en matière de convention fiscale bilatérale. Donc, si l'acte de donation internationale est réalisé avec un pays qui a signé une convention, vous avez compris, on applique la convention. Bon, le cas le plus fréquent, c'est que le pays n'a pas signé de convention. Donc là, c'est le droit fiscal qui va s'appliquer, et vous pouvez vous en douter, c'est pas simple. Et donc là encore, sous distinction, on va regarder où est domicilié le donateur au moment de la donation. Important, au moment de la donation. Donc, si le donateur est domicilié en France au moment de la donation, là, c'est pas casse-tête. Hein. Si le donateur est domicilié en France, c'est la loi fiscale française qui va s'appliquer, quel que soit le lieu de résidence du donataire. Donc, tous les biens meubles ou immeubles en France ou hors de France sont passibles des droits de donation en France. C'est ce que le fisc appelle le principe d'imposition des biens mondiaux. C'est douloureux, mais c'est simple à comprendre. Alors, là, on arrive sur un cas un peu plus compliqué. Le donataire n'est pas domicilié en France lors de la donation. Le donateur. Le donateur, oui. Ah, peut-être que je n'ai pas été clair, mais c'était bien le donateur que je voulais dire. On s'en met pas. Donc, il convient de procéder à la distinction suivante. Vous voyez, on était déjà dans une sous-distinction, donc on est dans une sous-sous-distinction. Donc là, on va être obligé de regarder si le donataire, donc celui qui perçoit le bénéfice de la donation, il est domicilié en France au jour de la donation, et s'il l'a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédentes, c'est le cours de laquelle il a reçu les biens. Donc, si c'était les 6 ans sur 10 ans, il est considéré comme étant français. Donc, dans ce cas-là, tous les biens dont le donateur et le donataire, ils sont considérés, si vous voulez, comme relevant du droit français. Donc, on taxe tout. Donc, les biens meubles, les biens immeubles, on est comme tout à l'heure. Qu'ils soient situés en France, qu'ils soient situés à l'étranger, ils sont imposables sous le régime du droit fiscal français. Éventuellement, on peut imputer sur ces droits les droits étrangers qui auraient pu éventuellement avoir été perçus dans le pays de résidence du donateur. Alors, ensuite, deuxième cas, le donataire n'est pas domicilié en France, ou il n'y était pas pendant les 6 ans, ou pendant les 6 dernières années. Donc là, on considère qu'il n'est pas français, pas résident français. Et donc là, c'est moins douloureux parce que seuls les biens meubles et immeubles transmis qui sont situés en France sont imposables en France. Donc dans ce cas-là, un bien meuble ou immeuble détenu en Espagne, au Maroc ou au Portugal, ils ne seront pas taxés. Ils seront pas taxés en France. Donc, vous voyez, c'est quand même pas trop simple. Ensuite, le troisième cas, donc ni le donateur ni le donataire n'ont leur domicile fiscal en France. Donc là, on va regarder quand même, oui, c'est pas parce que la France n'est pas concernée par les différents acteurs à l'acte de donation que le fisc ne va pas réclamer son obol. Il va réclamer son obol dans les cas suivants. Tous les biens qui ont une assise matérielle en France, ils seront taxés en France. Immeubles, fonds de commerce, meubles corporels. Les biens incorporels français, ils font aussi partie des biens qui sont concernés. Qu'est-ce qu'on entend par biens incorporels français? Par exemple, la créance sur un débiteur domicilié en France, une valeur mobilière émise par l'État français ou par des sociétés qui ont en France leur siège social. Vous voyez, ça peut être quand même assez large. Troisième cas de figure où la donation est taxable en France, c'est les actions et parts de sociétés non cotées dont le siège est situé en France, mais dont les actifs immobiliers situés en France excèdent 50% de l'actif social total. On considère que dans ces cas-là,
c'est un patrimoine immobilier à dominante française, boum, on taxe en France. Les titres, dernière catégorie, sont les titres émis par une société française ayant son siège en France ou hors de France et détenant un bien immobilier situé en France, au sein de laquelle le donateur détient directement ou indirectement 50% ou plus du capital social. Donc là, quatrième cas, société à prédominance immobilière, boum, vous êtes taxé en France. Donc vous voyez, même dans les cas où ni le donateur ni le donataire, ils ont leur domicile fiscal en France, déjà, dès qu'il y a un bout d'immobilier français, boum. Et puis même, dès que il y a une créance avec un débiteur qui est en France, ça relève aussi du droit fiscal français. Voilà un petit peu les principes qui sont applicables. Vous voyez, si on synthétise un peu ce qu'on vient de voir, dès lors que entre le donateur, le donataire ou le bien qui fait objet de la donation, il y a un lien avec la France, même indirect, la fiscalité qui va s'appliquer, c'est la fiscalité française. Alors, ça fait quoi tout ça quand on est imposable en France? Donc, on vous a rappelé, même si probablement que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, vous les connaissez déjà. Donc, vous voyez quand même qu'il y a des abattements et ensuite il y a un barème. Donc, on recommande beaucoup à nos clients d'utiliser au maximum le bénéfice des abattements, surtout quand ils ont autour de 60 ans et qu'ils ont les moyens de le faire, parce que ça permet quand même de transmettre une part significative de son patrimoine, surtout si on a un certain nombre d'enfants. Donc voilà, je pense que les abattements, ils sont assez bien connus, notamment l'abattement de 100 000 euros par enfant. Et le barème, ben, vous voyez que bah, quand on n'a pas beaucoup de patrimoine, le barème, il n'est pas trop confiscatoire. Et puis quand on commence à avoir un patrimoine important, le fisc, il prend pas mal. Et ça se renouvelle tous les 15 ans. Voilà. Voilà, donc, Élodie, je crois que on a tout dit sur les donations, donc, qui est une des parties de ce qu'on appelle la transmission. Donc, après, on va se poser la question naturellement, qu'est-ce qui va se passer pour les successions? Et là, je sais que vous êtes une spécialiste et que vous allez expliquer à nos auditeurs ce à quoi ils doivent s'attendre en matière de succession et de préparation à la succession. Alors, dans un premier cas, on va prendre là par classe d'actifs. On va retrouver quand même certaines règles hein, des donations. Hein, ça ne va pas non plus changer énormément. Mais là, du coup, on va prendre par classe d'actifs en termes de transmission. Donc, le premier cas, c'est au niveau de l'immobilier. Toujours pareil, s'il y a une convention bilatérale qui a été mise en place, là, il peut y avoir du coup beaucoup plus de pays hein, par rapport aux donations où c'est très spécifique. Là, du coup, ça peut être un peu plus large. Donc, il faut toujours regarder par rapport à votre pays si déjà il y a une convention qui a été mise en place. Euh, et du coup, bah, on va dire, c'est la convention qui s'applique. Donc, globalement, ce qu'on en ressort, c'est que, et là on a mis quelques exemples, c'est que les biens immobiliers qui font partie d'une succession d'un défunt domicilié dans un état contractant et situé dans l'autre état contractant sont imposables dans cet autre état. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que globalement, si, imaginons, on a mis un exemple, un défunt qui est domicilié en France transmet à son fils, qui est aussi français, un immeuble qui est situé en Italie, l'imposition, elle s'effectue en Italie. Donc c'est vraiment plutôt le lieu finalement où se situe le bien, où s'applique lorsqu'il y a une convention, c'est souvent ça qui est mis en avant. À savoir que, alors, quand on entend bien immobilier, là, on prend l'exemple juste d'un immeuble, d'une maison, mais ça peut être aussi des parts ou actions de société constituées d'immeubles. Enfin, bon, ça comprend vraiment l'ensemble de l'immobilier et pas juste un immeuble ou une maison. Bon, donc quand il n'y a pas de convention bilatérale, comment on fait comme tout à l'heure? Oui, comme tout à l'heure, bien évidemment, la France va appliquer ses propres règles quand il n'y a pas de convention. Et dès lors que les biens immobiliers sont situés en France, ils sont toujours soumis au droit de succession français. Quelle que soit la résidence des intervenants, on s'en fiche, c'est directement imposable en France. Et même lorsque enfin, on vous a mis du coup deux exemples qui sont plutôt parlants. Je pense que c'est plus simple de raisonner. De toute façon, on vous enverra les slides sur cette partie-là, mais c'est plus simple d'expliquer les exemples. Un défunt qui est domicilié en France et qui transmet à son fils également domicilié en France un immeuble situé en Espagne, qui n'a pas de convention,
c'est imposable en France. Euh, Autre cas, un défunt qui est domicilié en France et qui transmet à son fils domicilié au Royaume-Uni un immeuble situé en Suisse, donc il n'y a rien à voir en soi avec la France, bah, ça va être quand même imposé en France. Du fait que le défunt soit domicilié en France, bah forcément, euh, l'imposition en fait va remonter directement en France. En fait, le fisc, il n'est pas très généreux. Ouais, voilà. Sauf après, du coup, bien évidemment, on retrouve, hein, c'est comme les donations, il peut y avoir des crédits d'impôt. Si, dans le cas où le fils est au Royaume-Uni, s'il a du coup des droits à payer, bah forcément, après, il y a un crédit d'impôt qui s'applique. Comme mon amie, la France est très généreuse sur ce point de vue-là, elle va quand même prendre en compte ça. Lorsque par contre le défunt n'est pas domicilié en France, donc là on retrouve un petit peu le même cheminement que la donation. Il faut toujours faire la distinction si est-ce que l'héritier est domicilié en France ou n'est pas domicilié en France. Dans le cas où l'héritier est domicilié en France, tous les biens qui sont situés en France ou à l'étranger sont imposables en France. On retrouve la même situation qu'avant. S'il n'est pas domicilié en France, là, ça va vraiment être que les biens qui sont situés en France qui sont imposables en France. On retrouve du coup à peu près la même chose hein, que la donation. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est dès lors qu'il y a un lien avec la France, bah, il va y avoir une taxation. Ça, c'est assez automatique directement. Alors, les placements financiers maintenant. Au niveau des placements financiers, en cas de convention, c'est comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il faut vraiment en fait appliquer ce qui se passe et ce qui est écrit dans la convention. Ce qu'on retrouve hein, globalement, c'est que dès lors qu'il y a des valeurs mobilières qui sont dans le pays, bah, ça va être fiscalisé dans le pays directement. C'est souvent ça qu'on retrouve. Et comme ce qu'on met à la fin, hein, que c'est imposable. Enfin, que dès lors que vous détenez des valeurs mobilières ou droits de créance qui sont dans cet état, ben, elles vont être imposables dans cet état. C'est souvent ça qu'on de toute façon, on retrouve euh, assez habituellement. Voilà. Et quand il n'y a pas de convention bilatérale? Donc, quand il n'y a pas de convention, là, je... Ah, on l'a perdu. Quand il n'y a pas de convention, bon, là, ça va être un petit peu technique. Je ne sais plus si on a mis des exemples derrière. Ouais, voilà. Si le défunt finalement, parce que ça c'est vraiment les articles hein, juste avant, mais si le défunt il est domicilié en France, toutes les valeurs mobilières, créances, etc. sont imposables en France, que les héritiers soient résidents ou non résidents. On retrouve la même chose. Et là on est vraiment dans le cas où il n'y a pas de convention. Bon. Si vous êtes revenu en France, peu importe où sont vos valeurs mobilières, euh, même si c'était dans des pays où quand vous étiez résident, et c'est souvent le problème, en tout cas la question que j'ai pour mes clients non résidents, ils se disent, bah voilà, moi j'ai placé mes liquidités un peu à droite à gauche, ça va me permettre de me créer souvent un complément de revenus pour la retraite. J'ai capitalisé pour ça parce que je ne vais pas forcément avoir de retraite. Je reviens en France. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe sur l'épargne que j'ai réussi à constituer ailleurs, sachant qu'ailleurs, souvent, vous avez quand même une meilleure fiscalité. Bah, il faut le savoir, c'est que ça va être imposable. Que vos héritiers soient en France ou pas en France. Du moment que vous revenez en France, il faut vraiment avoir ça en tête. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à avoir en tête. Autant l'immobilier, bon, enfin, euh, c'est un peu plus logique, mais souvent j'ai des questions sur les valeurs mobilières et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si par contre vous n'êtes pas domicilié en France, toujours pareil, on va regarder si l'héritier ou non est en France. Si l'héritier est domicilié en France, bah, on retrouve la même chose. Les biens meubles ou à l'étranger sont imposables en France, avec quand même un crédit d'impôt s'il y a entre les deux pays. Et si l'héritier n'est pas domicilié en France, seuls les biens meubles transmis situés en France sont imposables en France. Donc on va retrouver en fait à peu près la même chose. Là, on va retrouver à peu près ce qu'on avait dit. Hein, bon, ouais, c'est même exactement ce qu'on avait dit. Mais globalement, les biens hors immobilier, enfin oui, on retrouve qu'est-ce qu'on entend bien situé en France, on retrouve exactement la même chose par rapport aux donations. Assises matérielles en France, fonds de commerce, immeubles corporels, bien incorporel français, du coup, on l'a expliqué tout à l'heure, et après ça peut être les actions par société, oui c'est exactement de toute façon la même chose.
Combien coûte une succession en France en ligne directe? Et on vous a surtout mis l'abattement qui est de 100 000 euros par enfant. Mais après, du coup, il y a aussi d'autres abattements hein, en fonction donc, bien évidemment, entre conjoints, par exemple, il n'y a pas de droit de succession. Si votre régime est bien reconnu en France. Donc ça, faut aussi l'avoir en tête. Donc c'est souvent le cas de toute façon. On a mis juste par enfant, mais il existe aussi des abattements pour les neveux, nièces, etc., mais qui vont être beaucoup plus petits. Et finalement, ben, on va retrouver le même barème hein, des droits de succession. Donc ça peut vite grimper. Surtout dès lors qu'on s'est constitué, et j'y reviens hein, sur cette partie complément de revenus, et souvent on se constitue un capital assez conséquent qui va vous servir pour la retraite. Donc il faut avoir quand même ça en tête que si vous arrive quelque chose, ça peut être vite fiscalisé en France et que vous êtes revenu en France.